Hey, salut à tous! Alors pour ma nouvelle vidéo, j'ai choisi de critiquer le nouveau film de Christopher Nolan, Dunkerque. Mais qui est donc cet homme qui crée un véritable tremblement de terre dans le monde du cinéma à chaque fois que l'un de ses films sort en salle? Eh bien, Christopher Nolan est né à Londres en 1970. C'est un réalisateur, scénariste, producteur et monteur. Il va réaliser ses premiers films à partir de l'âge de 7 ans avec la caméra Super 8 mm de son père. Dès son premier long métrage, Nolan séduit les festivals, la critique et les spectateurs. Effectivement, Following, ou Le Suiveur, sorti en 1999, a reçu le prix de la mise en scène au Festival international de Newport, le Tiger Award au Festival international de Rotterdam, le prix Hitchcock au Festival de Dinard et le Black and White Award au Slamdance Festival. En 2000, Nolan éclate sur la scène internationale avec son deuxième film Memento qui s'est inspiré d'une nouvelle de son frère. Il devient alors l'un des réalisateurs à suivre. En effet, il se démarque grâce aux univers qu'il crée et également par son ingéniosité dans les plans qu'il réalise, tout aussi intéressants et splendides les uns que les autres. En 2002, il trouve véritablement sa place dans le monde hollywoodien après la réalisation de son polar captivant Insomnia, remake du film du même nom, réalisé 2 ans plus tôt par Eric Sklogsberg. 3 comédiens d'exception prennent alors place dans ce thriller glaçant, très bien accueilli par la critique. Al Pacino, Robin Williams et Hilary Swank. En 2005, Nolan s'attaque à la réalisation de la trilogie Batman, dont le rôle principal sera occupé par l'étonnant Christian Bale. Grâce à son incroyable talent, il va mettre sa touche personnelle pour créer ce film. Cela va donc permettre de donner une nouvelle image à ce personnage appartenant au DC Comics, bien souvent mis à mal à cause de mauvaises productions. Les 3 films sont brillants et Christopher met la critique et les spectateurs à ses genoux. Malheureusement, la sortie du dernier volet est endeuillée par la mort de Heath Ledger, qui occupait le rôle du Joker, qui fit d'ailleurs une prestation exceptionnelle. Il va d'ailleurs recevoir l'Oscar, le Golden Globe et le BAFTA du meilleur acteur dans un second rôle à titre posthume en 2009. Juste avant la réalisation du dernier Batman, Nolan continue son exploration dans les profondeurs de notre esprit. Pour cela, il rassemble Leonardo DiCaprio, Ellen Page et Marion Cotillard qui nous transportent à merveille dans un Paris bouleversant. C'est Inception. C'est d'ailleurs son film qui a reçu le plus d'entrées en France, soit 4 743 952. En 2014, il réalise Interstellar, son 9e long métrage, qui lui permet d'être désigné comme le digne héritier de 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. Dunkerque est l'occasion pour lui de s'attaquer à un genre qu'il n'a pour l'instant jamais exploré, mais qui est, dans le monde du cinéma, sacralisé, le film historique. J'aimerais maintenant aborder le thème de la musique car pour moi c'est très important. Dans un film, certes, l'image occupe une place prépondérante, mais le son est pour ma part ce qui permet de m'évader. Qui a donc écrit la musique du film Dunkerque? Après avoir composé la musique des films Inception, des 3 opus de la trilogie Batman ou encore Interstellar, je crois qu'il ne faut même plus se poser la question. Et oui, c'est bien Hans Zimmer qui va encore une fois s'atteler à la dure tâche de la musique dans le nouveau film de Christopher Nolan. En tout cas pour ma part, je trouve que c'est une bonne nouvelle, car dans chaque film, la musique de Hans Zimmer me transporte. Son style est facilement reconnaissable, puisqu'il arrive à allier la musique traditionnelle avec des instruments modernes. De plus, ce qui est exceptionnel avec lui, c'est qu'il arrive à composer la musique pour tout genre de film, en allant du dessin animé pour enfants, avec Le Roi Lion, sorti en 1995, avec lequel il a remporté l'Oscar de la meilleure musique de film, en passant par le film de super-héros avec Spider-Man en 2012, mais aussi le mythique personnage éponyme de roman écrit par Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, en 2009, et bien d'autres. Pour ma part, j'espère que ce compositeur d'origine allemande, né en 1957, arrivera une fois de plus à me séduire grâce au long métrage Dunkerque. Mais quelle est donc l'histoire de ce film? Eh bien, entre le 26 mai et le 4 juin 1940, les plages de Dunkerque sont ravagées par la guerre en cours. Venus de Belgique, d'Angleterre, du Canada et de France, des soldats alliés se retrouvent pris sous le feu des forces allemandes. Une vaste opération d'évacuation est mise en place pour tenter de les sauver. 6000 figurants ont été mobilisés pour le tournage, ce qui est énorme. Par souci d'authenticité dans les batailles, Nolan a utilisé de véritables navires destroyers et non des navires créés numériquement. Ce film a été tourné exclusivement à Dunkerque, dans les Hauts-de-France, et non en studio.
Cette super production hollywoodienne a mobilisé de mai à juin 2016 pas moins de 450 techniciens. Dunkerque est le 3e film de Nolan entièrement écrit par lui-même, après Following et Inception. Ce film va être pour moi assez difficile à critiquer car c'est sûr que c'est un film très intense et dans lequel on est tout de suite immergé. Cependant, dès que je suis sorti de la salle, je me suis dit qu'il lui manquait quelque chose pour en faire un grand Nolan. Même si j'étais chamboulé, déboussolé par ce que je venais de voir. C'est pourquoi, pour ne pas me perdre et surtout vous perdre, j'ai décidé de diviser ma critique en 2 parties. Les points positifs, puis les points négatifs, même s'il y en a peu. Commençons donc par les points positifs. Tout d'abord, j'ai eu la chance de regarder ce film en IMAX et je vous invite vraiment à aller le voir en IMAX car ça permet de nous immerger dans le film. Pour moi, le format de l'image, c'est une des choses qui procure à ce film cette intensité, cette force. En effet, Christopher Nolan, il a filmé 75% de son film en pellicule 70 mm, le reste étant tourné en pellicule 65 mm, donc on va avoir des bandes noires en haut et en bas qui apparaissent, mais on ne remarque pas. Moi, franchement, je n'ai pas remarqué. Les plans de Christopher Nolan sont aussi impressionnants et très intéressants à analyser. Par exemple, dans l'une des premières scènes du film, le protagoniste, joué par Fionn Whitehead, est filmé de face en train de courir, ce qui nous permet tout de suite de rentrer dans l'action. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, et ce qui lui permet à ce point d'être réaliste, c'est que Nolan a tourné le plus possible à Dunkerque dans les Hauts-de-France, en utilisant de véritables navires, avions, et non en studio comme le font si souvent ses confrères. Ce film est vraiment authentique. Le découpage spatio-temporel du réalisateur est aussi très ingénieux. En effet, le film se découpe en 3 parties. Dans la première, on suit les soldats sous la plage de Dunkerque pendant une semaine. Dans la seconde, on suit l'équipage d'un bateau de civils qui vient secourir les soldats et les amener en Angleterre. Eux, on voit leur avancée pendant une journée. Et enfin, on suit l'aviation anglaise qui défend les bateaux qui viennent secourir les soldats. Et eux, on les suit pendant 1 heure. D'ailleurs, je pense que ce découpage au montage a dû être extrêmement dur à réaliser, car tout s'entremêle. La musique et même le son occupent une place prépondérante dans ce film. Effectivement, il y a très peu de dialogue dans Dunkerque. Je pense que tout le script peut tenir sur 1 page. La musique de Hans Zimmer, elle est encore une fois incroyable. Il y a la présence de tic-tac, des basses très fortes qui instaurent une réelle tension. Le bruit des balles, qui est extrêmement fort, attire l'attention et surprend. Effectivement, moi, dans une scène du film, le son des balles, il était tellement prononcé que moi-même, je me déplaçais sur mon fauteuil pour les éviter. Le langage est présent qu'en cas d'extrême nécessité. En effet, Nolan, il a essayé de faire comprendre les situations aux spectateurs, notamment à travers les regards. Et ça m'a aussi beaucoup plu. Ensuite, ce qui est exceptionnel avec Nolan, c'est qu'il a pris des acteurs inconnus pour jouer le rôle des personnages principaux et des acteurs plus connus pour jouer le rôle des personnages secondaires. Par exemple, on a la chance de découvrir Fionn Whitehead, qui est un excellent comédien et qui fait ses premiers pas devant la caméra. J'ai aussi été surpris par la qualité de jeu d'Harry Styles. Personnellement, je trouve que le fait de prendre des acteurs peu ou pas connus pour jouer le rôle des personnages principaux, ça nous permet de rentrer pleinement dans ce film car aucun rôle ne leur colle à la peau et on les imagine donc pleinement en soldats par exemple. On retrouve bien sûr aussi des habitués de Nolan qui occupent leur rôle à merveille, comme Tom Hardy en pilote d'avion anglais. Nolan renouvelle le film de guerre. En effet, il ne va pas imiter ses prédécesseurs et refaire un film comme Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg. Non, lui, il veut que dans son film, nous ne ressentions pas de réelle émotion pour les personnages eux-mêmes, mais sur la situation. On assiste réellement à ce qu'ont vécu les soldats durant ce tragique événement. Le réalisateur nous bouscule et nous tient en haleine dans ce film de survie. On se rend compte que chaque soldat veut rentrer chez lui coûte que coûte, même s'il doit mettre la vie des autres en péril. Le but n'est non pas qu'on ait de l'empathie pour les soldats, mais que l'on ait un bref aperçu sur ce qu'ils ont vécu durant ce tragique événement, durant l'opération Dynamo. C'est-à-dire l'omniprésence du stress et du danger. Le fait de ne pas voir ni mentionner l'ennemi, ça nous plonge dans un état de tension permanent, car on a l'impression qu'il peut surgir de partout, à tout moment. J'avais vraiment l'impression d'être sur le champ de bataille durant le film. Maintenant, passons au point négatif.
Le découpage du film, bien qu'ingénieux, nous perd parfois. C'est pourquoi je pense qu'on comprend le film véritablement que lorsqu'on le voit une deuxième fois. Et ça, c'est pour moi très dommage. Parce que durant les moments où j'étais perdu, je suis resté un peu trop en retrait, je n'étais pas complètement dans le film. Après là, c'est personnel, hein, mais je trouve que les Français sont trop peu présents dans le film. Bien qu'issu de parents anglais et américains, Christopher Nolan aurait dû, selon moi, aussi montrer l'activité des Français et non leur accorder qu'au maximum 2 minutes dans ce film de 1h45, qui est d'ailleurs bien court pour un Nolan. Interstellar durait juste 1 heure de plus. Mais cela suffit pour nous emmener en 1940 sur les plages de Dunkerque, dans les airs et sur la mer. Pour finir, je trouve que malgré ces points négatifs, Dunkerque nous permet tout de même de vivre une véritable expérience et de comprendre un peu plus ce moment historique qui a été un tournant lors de la Seconde Guerre mondiale. Je vous invite donc à aller au cinéma pour voir ce film et vous faire votre propre avis. Vous verrez dans ce film, Christopher Nolan nous invite vraiment à réfléchir, tant dans sa manière de filmer que de raconter l'histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner. En tout cas, je le répète parce que je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais si vous avez des conseils ou même des remarques à me dire, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce que ça me permettra vraiment de progresser dans YouTube. Sur ce, à bientôt pour une prochaine critique. Réalisé en collaboration entre Agnès Varda et JR. Donc pour commencer, on va essayer de décrypter le parcours de ces deux personnages atypiques.